I'm in. Alors le cours qu'on va faire ensemble là pendant quelques séances, c'est un cours de mécanique, plus précisément d'introduction à la mécanique. J'insiste sur le mot introduction, comme vous êtes un public assez hétérogène du point de vue de ce que vous attendez de ce cours et du point de vue de vos acquis aussi, hein, vous n'avez pas tous fait autant physique les uns que les autres. Donc je vais démarrer de choses assez élémentaires, je vais faire des rappels. Pour certains d'entre vous, ça sera sûrement des rappels simplissimes. C'est pas grave. C'est toujours bien c'est pas forcément un problème d'entendre des choses qu'on sait déjà. Peut-être qu'elles seront dites un peu autrement. Et ça vous confortera dans l'idée que vous les savez. Donc ne décrochez pas non plus. Si le premier cours vous semble simpliste, ne dites pas, ouais, bon, c'est bon, la physique 111, j'ai déjà fait, ça va. Il y a des choses qui seront un peu plus compliquées et plus nouvelles après. Donc voilà, accrochez-vous tout le long du cours pour ça. Essentiellement, ce qu'on va faire dans ce cours, c'est je vais vous parler de force et de la manière dont les corps se déplacent. Ça paraît un peu chiant comme ça. En fait, il y a énormément de situations dans la vie, à la fois dans la vie de tous les jours et en sciences et en technologie, où on a envie de faire ça. Si on a envie d'envoyer quelqu'un sur la Lune ou sur Mars, on a envie de savoir, voilà, j'ai une fusée, elle a des propulseurs, puis les propulseurs agissent, on veut savoir pendant combien de temps il faut faire agir les propulseurs pour que la fusée atteigne une vitesse donnée, puisse se mettre en orbite. Puis à quel moment il faut réactionner les moteurs pour faire se poser la sonde ou le module sur la planète. Voilà. Tous les gens qui font de la mécanique de voiture, qui font de la mécanique d'avion, etc., font de la mécanique. Il y a plein d'exemples plus ludiques. Je vous parlais tout à l'heure de films. Hein. Si vous regardez dans les films, aujourd'hui, il y a beaucoup d'images qui sont faites en synthèse. Et si on veut donner une illusion de réalisme à des images, il faut faire de la physique. Si vous faites tomber un gars avec des images de synthèse et que vous ne connaissez pas les gars de la physique, et ben vous avez l'impression d'être dans Tex Avery. Hein. Alors ça peut être rigolo, mais ce n'est pas forcément ça qu'on veut. Si on veut quelque chose de réaliste, il faut que ça obéisse aux lois de la physique et donc il faut les connaître. Alors le premier chapitre pour ça, alors, ça va être découpé en quelques chapitres. Il y aura un chapitre d'introduction aujourd'hui. La prochaine fois, on verra le principe fondamental de la dynamique sur laquelle repose tout ce qu'on va faire. Et on verra ensuite des applications à différentes situations physiques. Et on fera un petit peu notamment d'applications aux fluides, on fera un petit peu de statique des fluides. Parce que ça, vous en aurez besoin après, pour ceux qui continuent dans le domaine. Il doit y avoir aussi parmi vous des gens qui font des sciences de la vie, non? C'est le cas? Oui, il y en a? Oui, d'accord. Donc il y a des choses qui seront un peu plus, qui sont peut-être plus utiles pour vous tout de suite. Par exemple, la statique des fluides, les notions de pression et tout ça. C'est des choses importantes dans les cellules et dans la vie en général. Alors le premier chapitre qu'on va faire aujourd'hui s'appelle Introduction, je n'ai pas trouvé mieux. Et on va voir essentiellement deux choses. Je vais introduire les grandeurs qui nous intéressent en physique. Je vais vous parler d'unité physique, je vais vous parler de dimension physique. C'est probablement tout ce que j'aurai le temps de faire aujourd'hui, et puis on continuera ça la semaine prochaine. Et alors ça va commencer par des généralités sur les unités. Unité et analyse dimensionnelle. Alors, on va, dans ce cours, l'idée, ce qu'on va essayer de faire, c'est de décrire les mouvements des objets, comment ils se déplacent sous l'action de force. Et on va commencer par faire un premier point de vocabulaire. On va faire la différence entre cinématique et dynamique. Donc, il y a deux choses, pour faire de la physique et voir comment les objets se déplacent, il y a deux choses qu'il faut savoir faire.
Il faut savoir tout d'abord décrire mathématiquement la position des objets, arriver à dire, ben voilà, l'objet est ici, et décrire ça mathématiquement. On verra que ça fait appel notamment à la notion de coordonnées. Savoir comment ces coordonnées changent. Si l'objet se déplace, ces coordonnées changent. Ça va être relié à ce qu'on appelle la vitesse. La vitesse elle-même peut changer au cours du temps. Ça, on est en présence d'une... Comment ça s'appelle quand la vitesse change? Accélération, très bien. Ça s'appelle la cinématique. La cinématique, hein, le mot cinéma, c'est le même que dans le cinéma, quand on va au cinéma, c'est le mouvement. Donc c'est l'étude du mouvement. Sans s'occuper de force ou de tout ça, de savoir ce qui cause le mouvement, la cinématique, c'est la description du mouvement. C'est-à-dire savoir décrire la position, la vitesse et l'accélération d'un corps. On va commencer par ça aujourd'hui. Et la prochaine fois, on s'intéressera à la dynamique, où là, on apporte quelque chose en plus. La dynamique, c'est la partie de la mécanique qui s'intéresse à pourquoi est-ce que le mouvement change, qu'est-ce qui est la cause du mouvement ou du changement de mouvement. Et ça, en fait, c'est les forces, c'est l'étude des forces. Et ça s'appuie essentiellement sur le principe fondamental de la dynamique que vous avez déjà probablement énoncé et étudié un petit peu. On va faire ça plus en détail aujourd'hui. Alors, pour la cinématique, là, on va commencer par un petit jeu. Pour introduire les coordonnées. Le jeu, c'est le suivant. Oui, il y a du matos, hein. On a les moyens, il y a cette savoir, il y a du matos. C'est surtout ça. Alors, le jeu, c'est pas d'attraper le pompon. Enfin, si, en fait, ça va attraper le pompon, mais c'est moi qui joue à attraper. Le jeu, c'est le suivant. Vous avez ici un magnifique pompon. Je vais dans le sens là, comme ça, je le regarde. Ils sont mis un peu. Je vais être un robot. D'accord? On va faire comme le jeu où il faut attraper des pluches avec un bras mécanique là. Puis on rate tout le temps et on perd 1 euro à chaque fois. Bon. Je vais faire le robot. J'ai une main ici que vous allez pouvoir guider. Et le jeu, ça va être de... Vous allez me donner 3 instructions. 3, 2, 4, j'en sais rien. Vous allez me donner un certain nombre d'instructions. Et faire en sorte qu'avec ces instructions, en les suivant, ma main aille attraper le machin. D'accord? Donc les instructions, ça peut être, je sais pas moi, aller 2 mètres à gauche, un pas en avant, j'en sais rien. Je vais commencer par mettre ma main ici. Et alors, le but du jeu, c'est me donner le moins d'instructions possible. Vous pouvez le faire en 5, 4, 3, 2 ou une instruction. Bah, celui qui a fait une a gagné. Qui est-ce qui veut commencer à jouer? Tiens, vas-y toi. Joue. Bon, allez 6 mètres sur la gauche. D'accord, tu as compté 6 mètres. Toi, c'est là. Hein. Ça, c'est un garçon. 1 mètre en avant. Tu veux dire là? Et 50 cm plus bas. Ok. Quelqu'un d'autre veut jouer? 3, on a un. 3 instructions. Qu'est-ce qu'il veut faire en 2 instructions? Personne? Allez, vas-y. D'accord? Non, c'est une bonne remarque. Alors en diagonale, c'est parti. Toi, tu vas te faire choper. Je vais jusqu'où comme ça? Tu m'as dit 6 mètres, donc c'est là, d'accord? La diagonale, la main. Alors il faut un verbe entre les deux. Non, sérieux, vas-y. Bon. Si on veut faire ça, effectivement, on peut essayer de dire, bah, tiens, vous allez me faire avancer dans la bonne direction. Pour ça, quand vous allez me donner la bonne direction, nécessairement, il va falloir me donner aussi un angle. Genre, il faut aller en diagonale de 15 degrés. C'est déjà une instruction. 15 degrés et de... là, il y a 3 mètres. Voilà. Donc ça fait, en fait, il y a 2 instructions dans ta première phrase. Donc si tu veux me faire aller de là à là-bas en diagonale, il faut que tu me donnes 2 nombres, en fait. Et après, il t'en reste encore 1 pour me faire descendre, 3.
vous n'arriverez pas à faire moins. Ce nombre de quantités qu'il faut donner au minimum pour trouver les coordonnées d'un point, c'est ça qu'on est en train de faire, ça s'appelle la dimension de l'espace. On vit dans un espace de dimension 3, donc il vous faut nécessairement 3 grandeurs pour décrire comment aller d'un point à un autre. Si on était dans le plan, il en faudrait combien? 2, et sur une ligne, bah juste 1. D'accord? Dans un espace de dimension supérieure, dans l'espace-temps par exemple, il faudrait un nombre en plus, à 4 dimensions, il faudrait préciser le temps en plus qui sépare les deux événements. Tu n'as pas gagné cette magnifique peluche, que les choses soient claires, elle est à moi. Donc on vit dans un espace de dimension 3, donc il faut 3 nombres. Pour décrire la position d'un objet ou un déplacement. Ces nombres, on les appelle des coordonnées. Et en fait, il faut quelque chose en plus, il faut un point de référence. Hein, si je veux savoir comment atteindre un point, il faut savoir où je me trouvais au départ. Et il faut aussi se donner des axes de référence. Pour que, si on dit, là vous m'avez dit quand j'étais ici, bouger de 6 mètres vers la gauche, donc je l'ai fait, et c'était parce que j'étais orienté comme ça. Si j'avais été comme ça, vous m'auriez dit bouger de 6 mètres suivant une des arêtes, par exemple, du bureau. Ça, cette arête-là, on l'aurait appelée la direction X, par exemple, et vous m'auriez dit, une fois que je suis ici, bouger de 6 mètres dans la direction X. Donc il faut se donner un peu plus que des nombres. Il faut des nombres et il faut ce qu'on appelle un référentiel. C'est-à-dire un point d'origine, un point de référence. Ça, on va l'appeler l'origine. Et 3 axes de référence. Et du coup, la position d'un point est effectivement donnée de manière unique. En mathématiques, vous l'avez probablement fait avec un dessin et vous avez déjà vu ça. On a ici une direction X, une direction Y, une direction Z. Une origine ici qu'on appelle O. Et si je veux décrire la position d'un point M, comme ça, et bien il faut que je sache de combien depuis là je me déplace vers X, puis vers Y, puis vers Z. Ça, là, c'est exactement le jeu qu'on vient de faire. Hein. Donc, on va de cette direction-là dans X, puis on va de cette direction-là dans Y, enfin de cette distance-là vers Y, puis on monte pour aller vers Z. On a fait 3 déplacements ici pour atteindre le point M. Et alors pour finir sur une description plus précise de ça d'un point de vue mathématique, on en aura besoin. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on unit ces axes de vecteurs unitaires. Je vais les appeler UX, UY, et puis là, UZ. Alors on reviendra un petit peu plus en détail sur les vecteurs. Vous n'êtes pas forcément familier avec toutes les caractéristiques des vecteurs. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de vecteurs dans leur scolarité? Vous avez le droit, hein, il faut que je le sache. Non, tout le monde un peu. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit que c'était des vecteurs unitaires. Ça veut dire quoi un vecteur unitaire? Sa norme, leur norme vaut 1. La norme d'un vecteur, c'est sa longueur en quelque sorte. Vous savez comment on calcule la norme d'un vecteur quand on a ses coordonnées? Ouais, bonne réponse. Comment? Bon, on le verra tout à l'heure. Quand j'aurai écrit les coordonnées, ce sera peut-être plus simple. Ici, le vecteur position en M, donc il décrit la position du point M. On l'écrit de la manière suivante. On écrit ça X, UX. Donc on se déplace suivant UX d'une distance X, plus Y, UY, plus Z, UZ. Ça s'appelle les coordonnées cartésiennes. Il y en a d'autres, des coordonnées. Ce semestre, on ne va pas trop s'apesantir sur les autres systèmes de coordonnées. Je voudrais déjà que vous soyez bien à l'aise avec les propriétés, avec la mécanique dans ce système de coordonnées.
Du coup, on écrit ça de manière un petit peu différente aussi. Une fois qu'on s'est donné un système de coordonnées, le vecteur OM, on l'écrit comme ça. X, Y, Z. C'est une notation comme ça avec une matrice colonne dans laquelle on met en X. Ici, on met la valeur X, là la valeur Y, là la valeur de Z. Rappel sur les vecteurs. Si on veut la distance OM, la distance cette fois, ça c'est pas une distance, c'est un vecteur, c'est un objet compliqué avec trois composantes. La distance OM, c'est la norme du vecteur OM. On la note de cette manière-là. Ça c'est la distance OM, on met juste les deux lettres qui définissent les extrémités du segment dont on veut la longueur. La norme de OM, j'ai déjà utilisé la notation là-bas, ça s'écrit comme ça. Et ça s'exprime en fonction de X, Y et Z. Est-ce que vous vous souvenez comment? Vas-y. La racine de x au carré plus y au carré plus z au carré. Yes. Voilà. Une manière de s'en rappeler, c'est de se rappeler du produit scalaire. Donc, je vais le faire rapidement. Hein. Si c'est un petit peu loin et que vous vous dites « oulala, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça », c'est pas grave. Vous allez le revoir et ça va vous revenir, mais vous l'avez déjà vu. Le carré de la distance OM, c'est en fait le produit scalaire OM. Et comment est-ce qu'on fait un produit scalaire de deux vecteurs? Je vous rappelle qu'on écrit ces coordonnées. Donc les coordonnées du premier, les coordonnées du deuxième. Et un produit scalaire, c'est simplement ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc ici, ça c'est x carré, plus y carré, plus z carré. Donc ça c'était le carré de la distance OM. Donc OM, c'est la racine carrée de tout ça. Et c'est bien la formule qui est écrite au-dessus. Ça va pour tout le monde, ça? Alors ensuite, quelque chose de peut-être un petit peu plus nouveau pour vous, notion de dimension physique. Dans le jeu de tout à l'heure, quand vous m'avez demandé de me déplacer, il y avait différentes grandeurs qui intervenaient. Vous m'avez dit de me déplacer de tant de mètres, ou de tant de pas, puis des montées de tant de centimètres. Vous auriez pu me donner ça en d'autres unités, en pouces ou en années-lumière, ou j'en sais rien, moi, une unité de distance. Et j'aurais compris et j'aurais pu effectivement savoir à combien ça correspond. Donc, personne ne m'a donné une distance en kilogrammes ou en secondes. D'accord ? Donc il y a certaines grandeurs qu'on peut comparer entre elles. On peut savoir si elles sont égales, si l'une est plus grande que l'autre, etc. Les grandeurs d'un même type, comme ça on dit qu'elles ont la même dimension physique. Et essentiellement en mécanique, il n'y a que 3 dimensions physiques indépendantes. Il n'y a que 3 types de grandeurs qu'on va manipuler et toutes les autres grandeurs seront des combinaisons de celles-ci. C'est un petit peu théorique là, je vais vous dire en pratique ce que sont ces grandeurs et vous allez tout de suite comprendre. Il y a 3 types de grandeurs fondamentales en mécanique. Il y a celles dont on vient de parler, là, les déplacements et tout ça, c'est des longueurs. Il y a des temps, ou des durées. Les durées, c'est des intervalles de temps. Et il y a des masses. On peut exprimer ces grandeurs dans différentes unités, on le verra tout à l'heure. Une longueur, donc on peut l'exprimer en centimètres, en mètres, en pieds, en plein de trucs. Ça reste des longueurs, on peut convertir l'une en l'autre. Les temps, c'est pareil, il y a différentes unités de temps, on peut comparer des temps dans des unités différentes. Une seconde, c'est plus petit qu'une année. Je peux dire ça, c'est vrai, et je peux comparer ces deux durées, une seconde et une année, même si elles ne sont pas dans la même unité, ce sont tous les deux des temps. Et alors on adopte une notation pour ces... donc on appelle ça la dimension physique. Tout ce qui a la dimension d'une longueur, on va le noter avec un grand L. Tout ce qui a la dimension d'un temps, on va le noter grand T. Tout ce qui a la dimension d'une masse, on va le noter grand M. Et il y a tout un tas de grandeurs en mécanique qui ne sont ni des longueurs, ni des temps, ni des masses, et qui s'expriment nécessairement en fonction de ces grandeurs-là. Par exemple, une vitesse.
Une vitesse ne s'exprime pas en mètres, enfin, c'est pas une longueur, c'est pas un temps, c'est pas une masse. Mais ça a une relation simple avec deux des grandeurs qui sont ici. Comment est-ce qu'on définit une vitesse? L sur T. Voilà, c'est une, en gros, alors on reviendra en détail hein, sur ce que c'est une vitesse, mais en gros, c'est, je vais mettre comme ça veut dire en gros, c'est une longueur divisée par un temps. Et donc, si on a une formule quelque part en physique qui nous dit la vitesse est égale à L sur T, parce que ça c'est une longueur et ça c'est un temps, on écrit la chose suivante, on écrit que la dimension de V, donc les crochets qui sont ici, ça veut dire la dimension de, est égale à une longueur divisée par un temps, et on l'écrit aussi L, T-1. On va faire cet exercice, vous allez le faire en TD à d'autres occasions, on va en faire aussi plusieurs ici, pour d'autres grandeurs que les vitesses. En fait, il faut regarder la dimension d'une énergie, d'une accélération, d'une quantité de mouvement, de plein de trucs. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce qu'une fois que vous avez compris que les grandeurs peuvent avoir qu'une seule dimension donnée, ça vous permet de détecter des erreurs que vous faites parfois. Alors, des erreurs, vous, en tant qu'étudiant, mais même quand on fait de la recherche en physique, il peut arriver qu'on se pose la question sur une équation, est-ce qu'elle peut être juste ou pas? Et avant de savoir si elle est juste, en fait, il y a un test qu'il faut absolument faire, c'est de savoir si, du point de vue de dimension, elle est correcte. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais, j'ai dit jamais, ouais, en physique, des équations du type suivant, vitesse est égale à une longueur. Si vous avez une grandeur qui s'appelle V dans vos équations, enfin dans votre problème, et puis que vous en avez une autre qui s'appelle L, et que vous arrivez à V égale 3L, c'est nécessairement faux. D'accord ? Il n'y a même pas besoin d'aller voir comment vous êtes arrivé là, enfin si, pour voir où vous êtes trompé, mais c'est nécessairement faux. Ça ne peut pas être correct. On ne peut pas comparer une vitesse avec une longueur. Si je vous demande, est-ce que 3 mètres par seconde, c'est plus grand qu'un kilomètre ? Vous êtes embêté avec cette question, elle n'a pas de sens. On ne peut pas comparer ces grandeurs. Donc elles peuvent surtout elles peuvent pas être égales, on ne peut pas les comparer. Et, alors là c'est un peu trivial, mais vous avez pas mal d'équations en physique qui sont un petit peu plus compliquées que ça, et vous serez amené à vérifier que déjà elles sont correctes du point de vue des dimensions, avant même de les appliquer, pour avoir des valeurs numériques par exemple. Donc ça, on va le faire. Alors, je ne vais pas le faire systématiquement ici, je voudrais avancer un petit peu, mais quand on va avancer dans le cours de mécanique, quand on obtiendra des équations, on va assez systématiquement vérifier qu'effectivement elles sont homogènes, que les deux côtés, on dit qu'elles sont homogènes, pardon, je n'avais pas introduit ça là. Homogène, ça veut dire que les deux quantités qui sont de chaque côté du signe égal ont la même dimension. Donc ça, c'est les dimensions. Ensuite, il y a un autre point qui est relié à ça, c'est celui des unités. Et je vais faire un paragraphe séparé, parce que c'est pas complètement... c'est intimement lié, mais il y a quand même des différences entre la notion d'unité et celle de dimension. Donc une fois qu'on veut exprimer une longueur, par exemple donner une valeur numérique et dire à quelqu'un de se déplacer de telle distance, ce que vous avez fait à chaque fois, c'est que vous m'avez donné un nombre suivi d'une unité à chaque fois, forcément. Les unités, il y en a tout un paquet. On a pas mal d'unités de longueur différentes. On va commencer par ça. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, d'ailleurs, on a plein d'unités? C'est un peu pénible, en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'exprime pas tout dans la même unité, une bonne fois pour toutes? Genre, c'est quoi l'unité du système international, par exemple, des longueurs? Le mètre. Pourquoi on n'exprime pas tout en mètres? C'est pas... Ouais. Voilà, c'est effectivement juste une question de pratique. Si vous voulez décrire la distance entre, je sais pas moi, Grenoble et Annecy, vous n'allez pas dire il y a 60 000 ou 120 000 mètres. C'est plus rapide de dire il y a 120 km. Voilà. Il y a des cas plus extrêmes ou des grandeurs en physique microscopique qui sont des milliardièmes de mètres. C'est un peu chiant de dire un milliardième de mètre à chaque fois. Donc on prend des unités qui vont bien. On parle de nanomètres. Et voilà. Et ça fait ça. Il y a aussi des questions culturelles. Vous savez que les anglo-saxons, aux États-Unis en particulier, n'utilisent pas les mêmes longueurs que nous au quotidien.
si vous conduisez aux États-Unis, vous serez confronté à des distances qui ne sont pas exprimées en kilomètres. Elles sont en quoi? En miles. Alors, bah, tiens, on va faire un autre petit jeu. Là, mais c'est que vous qui allez jouer. On va essayer de lister le plus de... Ah bah faites-le vous sur votre feuille. Vous avez, attention, n'écrivez rien. Vous avez 30 secondes. Vous écrivez le plus possible d'unités de longueur que vous pouvez, c'est parti. Allez, stop. Qui en a plus de 2? Pardon, qui en a moins de 2? 10. Plus 10? Ah, combien? 13, qui dit mieux? Allez. 1000 marins. Ah bah ça commence bien. Miles. Picomètre, nanomètre, millimètre. Mètre. Ah ouais, d'accord. Et sous-multiple. C'est ça? Ouais. Donc je vais juste le noter comme ça, multiple et sous-multiple, on y reviendra à ça après. D'accord. Pouce. Ouais. Année-lumière. C'est tout. Ouais. Et ça fait 13? Ah oui, parce que tu as des multiples et sous-multiples. Ok, vas-y. Yard. Vous savez, le nom de... Yard, c'est anglais en fait. Hein. Il y a un nom en français. Ça s'appelle la verge. Donc c'est pour ça que les gens utilisent yard en fait. L'hectare. L'hectare, t'as dit? C'est une surface. Le pouce. Allez-y, ouais. Le pied. Ok. Vous savez combien il y a de pouces dans un pied? C'est bizarre, hein? Unité astronomique. Ok. Astronomique. Ouais. Inch, c'est le pouce. C'est tout? La toise. La toise. La toise. Oui, la toise. Tu vis dans quel siècle, toi? Ok, il y a le Fermi, l'Angstrom. Ça, c'est pour les énergies. Le parsec. Bon, il y en a plein. Bon, c'est juste pour, voilà, pour vous, un peu vous situer le genre de trucs qu'on peut utiliser. Certaines de ces unités sont utilisées en astrophysique. L'année-lumière, l'unité astronomique, le parsec. Certaines sont utilisées en physique microscopique, subatomique ou atomique. Par exemple, l'Angstrom, le Fermi. Vous avez sur le Moodle, à un endroit où vous avez des conversions entre ces différentes unités. Je ne vais pas mettre leur définition à toutes. Voilà, bah, essentiellement ça. Après, des unités de la vie de tous les jours, bah, nous, c'est le mètre. Pour les Américains, le mile marin pour ceux qui font du bateau, j'imagine. Le pouce pour les anglo-saxons et le yard pour ceux qui jouent au football américain. Le pied aussi pour les anglo-saxons. La toise, ça c'est une vieille unité. Alors si on va dans les vieilles unités, il y en a plein. Avant la Révolution française, essentiellement, tous les villages avaient leur unité de longueur. Et une des avancées de cette époque-là, vers la Révolution française, ça a été d'harmoniser un petit peu les unités. Alors, c'est un problème très moderne, la question des unités. C'est pas quelque chose de facile de définir une unité. Pourquoi est-ce que dans le temps, chaque village avait son unité de longueur? Bah, parce que définir une unité de longueur, c'est pas évident. Si vous vous dites, bah voilà, j'ai un objet ici, hop, qui fait 22 cm de long. Ça veut dire quoi? Comment on sait qu'il fait 22 cm de long? Centimètres, ça veut dire quoi centimètre? Bah, ça veut dire que je n'en ai pas ici pris une règle. Je ne vais pas vous apprendre à vous servir une règle. Hein. Vous avez mesuré ça, ça fait 22 cm. Ok, mais là, on n'a rien dit, là, on a fait juste le problème. Je prends la règle. Pourquoi elle fait 22 cm, là, cette règle-là? Bah, c'est le constructeur qui l'a faite comme ça. Bah oui, mais comment il sait, le constructeur? Par exemple, moi, j'ai acheté une règle Carrefour. Si je vais acheter une règle Auchan, comment ils ne sont pas mis, ils sont pas concertés, hein, ces gars-là? Pourquoi ils ont le même centimètre? Comment ils ont fait? Ouais, alors des normes, c'est-à-dire des normes écrites, donc genre, tout le monde doit utiliser le même centimètre, mais en pratique, comment on fait? Comment il sait, le gars qui règle sa machine, qu'effectivement, les 20 cm, ils font 20 cm?
Ouais. Qui est où? Ils achètent une référence, un mètre référence quelque part et ils achètent tous le même chez le même fabricant? Bah oui, en fait, c'est vraiment ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des, ça s'appelle des étalons, et il y a des boîtes de métrologie dont le métier, c'est de fournir des objets ou des appareils qui donnent des distances qui font pile 1 mètre ou 1 centimètre ou 10 centimètres. Voilà. Comment est-ce qu'eux-mêmes savent que c'est bon? Il y en a un seul unique. Donc il y a quelque part dans le monde quelque chose qui fait 1 mètre et on dit que ça c'est 1 mètre. Eh bien oui, c'est comme ça que ça marche. Ça s'appelle le mètre étalon. Vas-y. Je vais y revenir. Je continue avec mon histoire d'étalon. Donc il y a quelque part un bloc de métal qui fait 1 mètre. Et pour savoir qu'un truc fait 1 mètre, eh ben, il faut aller jusqu'à cet étalon et puis le mettre à côté. Ça n'a pas été redéfini il y a très peu de temps. J'y reviens. J'en suis un peu au début de l'histoire. Donc ça, c'est pas satisfaisant comme méthode. C'est pas satisfaisant en pratique, parce qu'il faut que voilà, le gars d'Auchan, il aille chez le vendeur, qui lui-même va là où il y a l'étalon pour aller étalonner sa machine. C'est pas très pratique. Bon. Mais c'est quand même plus satisfaisant que la situation qu'il y avait avant. Donc quelqu'un a mentionné le méridien. Effectivement, au moment de la Révolution française, les gens voulaient un peu réorganiser les unités et mettre un peu arrêter la pagaille des unités dans le royaume, enfin ce qui venait d'arrêter d'être un royaume d'ailleurs. Et ils se sont dit, eh ben, on va définir une unité que tout le monde va pouvoir réaliser chez lui. On va donner une définition et tout le monde pourra savoir que ce truc-là fait 1 mètre. Et ils se sont dit, ben, un des moyens, c'est d'utiliser la Terre. La Terre est ronde, et donc on peut dire que le mètre, c'est telle partie du tour de la Terre. C'est je ne sais pas combien de tiers du tour de la Terre, ben ça va faire 1 mètre. Donc c'était une définition qui était pas mal, qui pouvait être assez pratique, mais qui avait un défaut, c'est que la Terre, elle n'est pas ronde en fait. Et il y a eu tout un tas d'expéditions à cette époque-là pour déterminer la longueur du méridien à différents endroits. Et les gens se sont rendus compte qu'effectivement la Terre n'était pas parfaitement ronde, les méridiens n'avaient pas la même longueur partout, et donc ce qu'on appelle 1 mètre, c'est pas la même chose pour moi ou pour quelqu'un qui habite à 100 km de là, c'est embêtant. Donc les gens se sont tournés vers l'idée d'un étalon. Voilà, quelque part, on aura ce truc-là qui fait 1 mètre, et si les gens veulent savoir si le leur fait 1 mètre, ils viennent vérifier. Ça a duré assez longtemps. Et au milieu du XXe siècle, dans les années 60 en fait, on a adopté une autre définition encore plus pratique, où là les gens n'ont pas besoin de se déplacer, parce qu'on savait à l'époque que la vitesse de la lumière c'était quelque chose de constant pour tout le monde et partout, et donc on a dit voilà 1 mètre c'est la distance parcourue par la lumière en pendant tant de temps. C'est une étape importante, la réalisation des unités. Il ne suffit pas de dire voilà, ben on n'a qu'à utiliser le mètre. Il faut disposer d'une machine qui permette de réaliser le mètre en laboratoire, de dire ben voilà, ça fait effectivement 1 mètre. Et il y a toute une recherche, même actuellement, tout un pan de la recherche en physique, qui est destiné à ça, fournir des étalons de mesure qui sont précis et qui sont les mêmes pour tous. On n'a jamais une précision infinie avec les instruments qu'on dispose, donc on essaie d'aller de plus en plus loin dans la précision. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, l'unité fondamentale que les gens utilisent et qui est préconisée, c'est le mètre. Ça, c'est l'unité de ce qu'on appelle le système international. Le système international, c'est un ensemble d'unités recommandées que tout le monde doit utiliser. Après, enfin, tout le monde doit utiliser, vous n'allez pas en prison si vous utilisez le mile pour donner des distances aux États-Unis, il n'y a aucun souci. Mais si vous voulez échanger des données industrielles avec quelqu'un, des unités de longueur, vous avez plutôt intérêt à utiliser le mètre. Alors, je vais vous raconter un truc qui peut paraître complètement fou, complètement anachronique. Ça arrive que des gens n'utilisent pas la bonne unité dans des applications industrielles et ça conduit à des gros problèmes, genre perdre 200 millions de dollars. En 1999, il y a une sonde qui devait se poser sur Mars, qui s'appelle Mars Climate Orbiter. Excusez-moi pour l'accent, je vais la refaire, non je ne la refais pas. Donc une sonde qui devait aller se mettre en orbite autour de Mars et puis lâcher quelque chose qui devait s'y poser. Et elle s'est crashée cette sonde. Elle devait se mettre en orbite à 180 km, je crois, et elle s'est mise en orbite à 50 km, et du coup c'était trop près de l'atmosphère. Elle s'est crashée, elle a brûlé, hop, 200 millions de dollars partis en fumée. Commission d'enquête de la NASA, évidemment, pour savoir ce qui s'est passé, et ils se sont rendus compte que
lors des communications entre la base terrestre et puis la sonde, donc ce qui s'envoie, c'est des données par ordinateur. Hein. Quand on envoie des données, c'est des nombres. 7, 2, 1, 1, enfin là c'était des bits 0, 1, 0, 0, 1, mais c'était à la fin des nombres, et que la sonde devait utiliser pour se déplacer. Quand on envoie un nombre, il faut savoir dans quelle unité, évidemment, était exprimé ce nombre. Si on se trompe, ça peut être grave. En l'occurrence, la sonde était programmée pour recevoir des données dans des forces qui s'exprimaient en newton. Je n'en ai pas parlé là, mais les forces dans le système international, ça s'exprime en newton. Et les gens qui ont fait le logiciel qui fournissait les données qui devaient être envoyées à la sonde, les ont exprimées en livres, une unité anglo-saxonne. Donc ils ont envoyé des nombres qui étaient 4 fois et demi trop grands que ce qu'il fallait. Donc ça donnait n'importe quoi comme instruction au moteur de la sonde qui s'allumait 4 fois trop longtemps en gros et puis qui s'est donc craché sur la surface de Mars. Alors depuis, la NASA fait attention à ça. On peut quand même s'étonner qu'il ne l'ait pas fait avant, hein. Ça paraît gros comme erreur. Hein. Mais voilà, ça arrive. Et c'est une erreur d'autant plus, disons, finalement compréhensible que de plus en plus on utilise des ordinateurs pour communiquer des nombres et que quand vous communiquez un nombre, avec un ordi en général, il n'y a pas d'unité attachée. Il faut se mettre d'accord au préalable sur le type de données qu'on va envoyer. Et donc ça c'était en 99, hein. C'était il y a un tout petit peu plus de 10 ans, mais c'est pas non plus la préhistoire. Moralité, quand vous avez à écrire la valeur d'une longueur, mettez l'unité derrière. Au pire, mettez l'unité, et dans la mesure du possible, si c'est pas trop embêtant, mettez-la dans le système international, c'est-à-dire en mètres. De façon pratique, pour vous n'allez pas envoyer de sonde sur Mars, a priori, ce semestre, mais par contre, vous allez résoudre des contrôles continus, et vous allez être noté là-dessus. Vous allez être noté par un psychopathe qui va faire extrêmement attention à une chose, c'est que quand on va vous demander une application numérique, une grandeur, je vais être intransigeant, je veux qu'il y ait l'unité derrière. Si on fait tout un problème pour connaître la longueur d'un truc et que vous m'écrivez à la fin L égale 2, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas ce que c'est L égale 2, si c'est 2 mètres, 2 cm, 2 années-lumière, ça n'a aucun intérêt. Donc ça sera compté faux. Parce que quand je ne comprends pas, je m'estime assez intelligent pour comprendre, donc quand ça va être comme ça. Donc quand je ne comprends pas quelque chose dans les copies, en général, simplement je laisse tomber et je ne mets pas de point. Je voulais pas le dire comme ça, parce que là, du coup, vous êtes un peu... Non, ça va bien se passer, hein, mais voilà, ça, faites attention sur les unités, mettez-les systématiquement. On le rappelle en général au début des textes dans les examens, mais habituez-vous à ça. Alors, là, je vous ai parlé des unités de longueur. On va peut-être pas y passer autant de temps, mais juste pour quand même en mentionner quelques-unes. Pardon, c'était les unités de longueur. On va faire la même chose avec les unités de temps. Vous en connaissez? Allez, moi je joue. Seconde, à vous. Heure. Minute. Heure. Jour. Jour. Année. Millénaire. Siècle, etc. Ok, bon. Décennie. Millénaire, tout ce que vous voulez. Ensuite, d'autres unités de temps. Millisecondes. Alors, il y a les sous-multiples, effectivement, multiples et sous-multiples. C'est tout? Effectivement, en fait, curieusement, le temps, les gens se sont mis d'accord plus facilement que sur d'autres unités. Et alors, on peut trouver d'autres unités bizarres, mais essentiellement, ce qu'on peut rencontrer, ça se base sur la division du jour, hein, en heures puis en secondes, et après les multiples du jour, en boucle de jour. Il y a le mois aussi, que tout par an. Et pour les masses, l'unité du système international, c'est la seconde, et là c'est le kilogramme. Alors c'est un peu bizarre, donc ça c'est bien l'unité du système international, c'est bien le kilogramme, c'est la seule unité de base pour laquelle il y a un préfixe, kilo. On pourrait se dire, kilo c'est 1000 grammes, donc l'unité fondamentale c'est le gramme. Non, dans le système international, l'unité de base c'est ça, c'est le kilogramme. Alors le kilogramme, il est, vous allez en entendre parler aux infos bientôt, probablement l'année prochaine.
pour l'instant, comment est-ce qu'on définit kilogramme? Eh ben, c'est fait de manière préhistorique dont on a parlé tout à l'heure. C'est qu'il y a quelque part à Paris un bloc de métal dont on décrète qu'il fait 1 kg. Le kilo, c'est ça, c'est ce machin. Alors évidemment, c'est pas très pratique. Il est à Paris, hein, souvent. Tout le monde ne va pas aller à Paris avec son machin pour peser son kilo de poireaux, pour voir si ça fait bien 1 kilo. Donc on a fait un système d'étalons secondaires, c'est-à-dire qu'on a créé d'autres blocs de métaux, une dizaine, qu'on a comparé avec celui-là, on les a pesés, c'est bien, ils ont la même masse, et plusieurs pays sont repartis avec leur étalon secondaire. Sachant que s'il y a le moindre problème, celui qui fait référence, c'est celui qui est à Paris. Vas-y. Alors effectivement, il y a eu un problème avec ça, c'est que cet étalon, on s'est dit, de temps en temps, on va quand même vérifier qu'il colle bien avec celui de Paris, et on s'est aperçu qu'il y avait des petites variations de masse, parce que les corps perdaient des molécules ou en gagnaient, enfin bref, voilà. Et donc c'est pas très satisfaisant ça, comme situation, on aimerait que les étalons ils aient tous la même masse. Et dans 1 an ou 2 ou 3, enfin bientôt, on va adopter en fait une nouvelle définition du kilogramme qui ne fait plus du tout intervenir cet étalon, mais qui fait intervenir des effets physiques. Il y a des effets physiques basés sur la mécanique quantique qui permettent de dire, ben voilà, si je mets ce système-là dans un circuit électrique dans telles conditions, si ça me sort 1 volt, c'est que ça fait 1 kg. Je simplifie, mais c'est quelque chose comme ça. Et donc on peut vraiment connaître la masse de quelque chose sans avoir à le comparer à une masse de référence. Donc le système international va changer probablement dans 2 ans. À cause de ça. Il devait changer déjà il n'y a pas longtemps. Et en fait, les industriels sont en retard. Les industriels pensaient pouvoir fournir ces appareils qui donnent une masse en fonction des faits fins. L'effet physique lui est très bien connu, mais les réalisations industrielles de ça n'étaient pas encore assez précises, donc ça a été repoussé, mais ça va bientôt être le cas. Voilà. Alors des unités de masse, il y en a d'autres. Bon, il y a les multiples de ça, la tonne, le gramme, le milligramme, etc. Et puis il y a aussi des unités, d'autres unités de masse. Vous regarderez ça dans les notes, j'en ai mis quelques-unes. Voilà. Alors il y a des choses qu'il faut savoir faire avec ces unités, et ça pas seulement parce que vous êtes dans un cours de physique, mais parce que vous êtes des citoyens et que vous êtes des gens. Par exemple, convertir des unités, c'est un truc qu'il faut absolument... Vous ne pouvez pas vous permettre, je pense, de ne pas savoir convertir des unités. Parce que pour vous, vis-à-vis de gens, vous arrivez, ouais, j'ai fait université en sciences, machin, et vous vous trompez dans une conversion, c'est un peu dommage. Donc assurez-vous, hein, si c'est des choses qui sont un peu loin, tout ça, que vous savez convertir des unités. Si je vous donne une vitesse en km/h, que vous sachiez la convertir en mètres par seconde. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se tromper, hein, tout le monde se trompe. Vous demandez de convertir 3 km/h en mètres par seconde, peut-être que je vais me tromper en tapant sur ma machine, ou voilà. Simplement, donc, et ça, encore une fois, dans les contrôles continus, c'est pas un souci de se tromper. Vous avez le droit à l'erreur. C'est en se trompant qu'on apprend, en fait. Hein. Donc, vous avez même un quota d'erreurs obligatoire à faire, en quelque sorte. Par contre, là où je serai intelligent et où vous serez pris au ridicule dans la vie de tous les jours, c'est si vous faites des conversions débiles. Donc, ça arrive tous les ans quand je demande des conversions simples, parce que ça m'arrive de le demander. Quand je demande de convertir 1 tonne en grammes, il y a des gens qui me disent, bah, 1 tonne, ça fait 0,0001 gramme. Ça, c'est une erreur débile. 1 tonne, c'est énorme, 0,01 gramme, c'est tout petit, donc ça ne peut pas être pareil. Si vous me dites que 1 tonne, c'est 100 000 grammes, alors qu'en fait, c'est 1 million, bon, voilà, vous êtes trompé d'un zéro, pour moi, ce n'est pas le même type d'erreur, et je suis plus coulant sur le deuxième type que sur le premier. Donc. De manière générale, quand vous avez un résultat numérique, et qui vous parle, je veux dire, avec des grandeurs qui vous disent quelque chose, si c'est une longueur en centimètres, posez-vous la question, est-ce que c'est débile? Et si ça l'est, dites-le, exprimez-le, en particulier en contrôle continu. Si vous pensez que telle grandeur, vous trouvez pour une grandeur qu'on vous demande 2 cm et vous trouvez que c'est trop petit, pour telle ou telle raison, écrivez, bah, j'ai trouvé 2 cm, je pense que c'est faux parce que c'est débile. Vous aurez des points. Je trouve ça intelligent. Non mais c'est ça aussi, enfin, il faut être capable de détecter ce genre de truc, de dire, bah là, c'est débile. Ça se trouve, c'était pas débile et c'était la réponse, hein. Mais voilà, une opinion comme ça, moi ça me plaît, et du coup je mets des points, et c'est cette attitude critique aussi que je vais essayer, enfin qu'il serait bien que vous ayez de manière générale dans le cours de physique. Ça vaut pour le cours aussi, hein. Des fois je dis des trucs, si vous trouvez ça débile, exprimez-le. Hein.
Des fois ça le sera, peut-être que je me suis trompé, des fois ça ne le sera pas, on en discute. Ben oui, tiens, c'est vrai que ça paraît débile, mais ça ne l'est pas pour telle ou telle raison. Alors j'ai mis sur le Moodle aussi un document d'apparence technique qui s'appelle la brochure du système international. Donc le système international, l'organisme qui gère ça, a produit un document de quelques dizaines de pages que je ne vous demande pas de lire en entier, mais qui contient vraiment le but. Donc c'est pas mal de textes, hein, c'est pas des formules, il y a pas mal de textes sur le but du système international, comment c'est réalisé, son histoire, etc. Je vous invite vraiment à télécharger le PDF et acheter un œil, voir s'il y a des parties dedans qui vous intéressent. C'est assez plaisant à lire finalement et c'est vraiment très instructif. Quand je dis l'organisme qui gère le système international, hein, c'est effectivement le cas. Il y a pas mal de gens qui travaillent sur ça. Il y a en particulier le bureau des poids et mesures, dont le bureau principal est à Paris, dont un des buts c'est de gérer le système international, voir s'il est adapté, voir comment les unités sont réalisées en pratique et si c'est fait avec suffisamment de précision, quels sont les effets physiques qu'on pourrait utiliser pour inventer de nouvelles manières de réaliser les unités, etc. Et ça monopolise pas mal de gens. Il y a des diplomates aussi qui travaillent sur ça, qui sont spécialisés sur ça, savoir comment est-ce qu'on échange sur le système international, que ça soit bien tous les pays utilisent les mêmes unités dans toutes les conditions, dans les mêmes conditions, etc. C'est quelque chose d'un petit peu lourd, hein. C'est pas juste, bon bah tiens, on va utiliser le mètre, voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Il y a vraiment derrière beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de gens qui bossent sur ça. Donc là, je viens de vous parler essentiellement de voilà, comment on utilise ces unités, il ne faut pas se tromper, il faut savoir les convertir, et la notion de dimension finie permet de savoir qu'on ne s'est pas trompé dans une équation. On va maintenant voir quelque chose d'aller un petit peu plus loin avec ça. En fait, on peut utiliser les questions de dimension physique pour prévoir les résultats en physique. Prévoir. Sans faire des grosses résolutions d'équations, on peut arriver à des formules qui ont un sens et qui sont importantes du point de vue physique. Ça s'appelle analyse dimension. Et on va commencer ça par un exemple. L'exemple qu'on va considérer, c'est le suivant. Imaginez qu'on ait un objet ici suspendu au bout d'un fil. C'est l'objet, ça c'est le fil suspendu. Une masse que je vais noter M. M c'est la valeur, enfin c'est la variable qui décrit la masse. Ici on a une hauteur L. Et la question qu'on va se poser, c'est si j'écarte cette boule ici de son état d'équilibre, ça va se mettre à osciller. Quelle va être la période du mouvement? Quel va être le temps qui va s'être écoulé entre le moment où on l'a lâché et le moment où il revient à sa vitesse, à son endroit initial? Ça s'appelle la période du pendule. Alors, si on veut répondre à cette question en faisant de la physique, on va résoudre les équations des mouvements. On ne va pas le faire maintenant. Peut-être qu'on le fera plus tard, mais donc il faut regarder à quelle force est soumise la masse ici. Comment est-ce que cette force se manifeste par une accélération sur le corps, et puis à partir de l'accélération, trouver le mouvement, etc. C'est un petit peu lourd. C'est pas non plus. C'est pas infaisable, mais c'est pas le but ici. Ici, on va trouver la formule en se basant simplement sur l'observation suivante. Quelqu'un qui va avoir fait le problème pour nous et qui aura la solution sur un coin de sa feuille qu'on ne voit pas là, ce qu'il va avoir écrit à la fin, c'est T égale. Il va écrire une formule. Il va avoir là-dedans des trucs. Il va avoir des variables qui vont être combinées entre elles. Et il va avoir des variables qui font intervenir le système ici. D'accord ? Il y a peu de chances que dans la formule que le gars ait obtenue, il y ait l'âge du capitaine ou la hauteur de la tour Eiffel. Ça va être des grandeurs qui font venir le système ici. Donc on s'attend en particulier à ce que là-dedans, il y ait une formule dans laquelle on est quoi? On est L, on est M, et est-ce que ça va être tout? Est-ce que vous avez une intuition de ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Vas-y. Et G, effectivement, l'accélération de la pesanteur, c'est-à-dire combien la Terre nous attire finalement. C'est ça qui est responsable du mouvement. Donc il y aura G aussi. On peut éventuellement mettre d'autres choses, mais on va s'arrêter là. Voilà, il y a trois grandeurs qui vont probablement intervenir dans la formule.
d'une manière peut-être compliquée. L'analyse dimensionnelle, ça consiste à trouver une forme possible de cette formule, simplement en se basant sur le fait que la formule qui est ici doit avoir la même dimension que t. Quelle est la dimension de t ici? Ça, c'est un temps. Et donc, la dimension de tout ce qu'on a ici, ça doit aussi être un temps. Donc, il faut trouver une combinaison de L, de N et de G qui est la dimension d'un temps. On va chercher une combinaison la plus simple possible. La plus simple possible, ça va être la suivante. Et en physique, on trouve vraiment beaucoup de formules de ce type-là. Ça va être les trois variables avec des puissances. Par exemple, pour revenir à un exemple tout à l'heure, on avait écrit que la vitesse c'était L sur T. Donc ici, une vitesse, ça serait une longueur fois un temps à la puissance moins 1. Il y a beaucoup de formules comme ça qui s'écrivent de cette manière-là. C'est le produit des grandeurs affectées de différentes puissances. On va utiliser l'analyse dimensionnelle pour déterminer la puissance de L, de M et de G, c'est-à-dire déterminer les grandeurs alpha, bêta, gamma, qu'on ne connaît pas pour l'instant. Comment est-ce qu'on fait ça? J'ai dit que la dimension de lui, là, c'est un temps. Je vais écrire la dimension de L, je vais écrire la dimension de M et la dimension de G. Du coup, je vais écrire la dimension de ce terme-là. Et on va voir que ça va nous donner de manière unique alpha, bêta et gamma. C'est parti. La dimension d'une longueur, on l'a vu tout à l'heure, c'est une longueur, c'est une des dimensions fondamentales. Donc là, il n'y a pas de quoi se rouler par terre. Pour la masse, c'est pareil. La dimension d'une masse, c'est une masse. Ah, pour G, c'est un petit peu plus compliqué. G, ce n'est pas une des trois grandeurs fondamentales. Est-ce que vous savez quelle est la dimension physique de G? Ouais, mètre quoi? Mètre seconde moins 2. Donc on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est effectivement une accélération. C'est l'accélération de la pesanteur. Une accélération, c'est une vitesse divisée par un temps. Et comme une vitesse, c'est elle-même une longueur divisée par un temps, l'accélération, c'est une longueur divisée par un temps au carré. Et donc ça, effectivement, c'est une longueur divisé par un temps au carré. Donc ça s'écrit comme ça. Du coup, je vais faire toutes les étapes. La dimension de L puissance alpha, c'est aussi L puissance alpha. C'est-à-dire si ici on a alpha égale 2, on a une longueur au carré, une longueur au carré, c'est la dimension d'une longueur au carré. Pareil pour la masse ici. M à la puissance bêta, sa dimension c'est une masse à la puissance bêta. Et pour G, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais pas beaucoup. La G puissance gamma, si on met la puissance gamma, sa dimension c'est L puissance gamma, T puissance moins 2 gamma. Je vais simplement mettre tout ça à la puissance gamma. Et donc le produit ici qu'on a introduit, il doit avoir la dimension d'un temps. Donc ici, là ça désigne la dimension ici dans cette équation. La dimension d'un temps est égale à au produit de tout ça, c'est-à-dire le produit de tout ça, L puissance alpha, M puissance bêta, L puissance gamma, T puissance moins 2 gamma. Voilà. J'ai juste ici reproduit les trois termes qui sont là, la suite, le premier, le deuxième et le troisième. Et je vais regrouper les L ensemble. Vous savez que le produit de L puissance alpha fois L puissance gamma, ça fait L puissance alpha plus gamma, fois M puissance bêta, fois T à la puissance moins 2 gamma. On veut que ces deux dimensions-là soient égales. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, sur alpha, bêta et gamma? Si vous regardez le terme de gauche, c'est quoi la puissance, par exemple, de M dans le terme de gauche? Ouais, j'ai entendu. Ici, en fait, il n'y en a pas de M. Il n'y en a pas. C'est M à la puissance 0. M puissance 0, ça fait 1. Ici, la puissance de M, c'est 0. Donc ici, ça doit être 0 aussi. Donc on doit nécessairement avoir bêta égale à 0. D'autre part, la puissance de T, ici, c'est combien? 1. Donc que vaut gamma? Moins 1,5, puisqu'on doit avoir ici, tout ça doit être égal à 1. Moins 2 gamma doit être égal à 1. Gamma doit être égal à moins 1,5. Et enfin, quelle est la puissance de L dans le terme de gauche? 0. Donc on doit avoir alpha plus gamma est égal à 0. Donc alpha égale moins gamma. C'est-à-dire alpha égale à 1,5.
Je mets ces nombres-là dans la formule que je cherchais au début là-bas. Ça vous dit que T est égal à bêta égale à 0. Ah bah ça vous dit que finalement la masse n'intervient pas dans la formule. Ça c'est un résultat important. C'était pas du tout intuitif, enfin, je ne sais pas pour vous, mais vous prenez deux pendules de masses différentes, vous les lâchez de la même, vous les lâchez tous les deux en même temps, ils vont osciller en même temps, même si leur masse n'est pas égale. Ça c'est un résultat physique qui est correct effectivement. Donc ça ne dépend pas de m. Ensuite le L, la longueur, elle est à la puissance 1,5. Donc on a L puissance 1,5. Et on a G puissance moins 1,5, c'est-à-dire sur G puissance 1,5, c'est-à-dire c'est racine de L sur G. Voilà ce que vous dit l'analyse. Ça s'appelle ça faire de l'analyse dimensionnelle et ça vous donne la façon dont la période dépend des grandeurs, ici de L et de G. Alors, attention, ce que ça fait, ça vous donne le type de résultat qui doit être correct du point de vue des dimensions, mais ça ne donne pas le résultat dans la mesure où, si la vraie formule c'est ça fois 2π par exemple, 2π ça n'a pas de dimension, donc il n'y a aucun moyen qu'on le détecte avec ce type d'analyse-là. Donc ce que ça fait, c'est que ça vous donne la formule à un coefficient numérique près. C'est un petit peu embêtant. Bon, d'un autre côté, si ce n'était pas le cas, ça veut dire qu'il n'y aurait pas besoin de faire de la physique, on aurait tous les résultats avec ça. Mais par contre, ce n'est pas inintéressant non plus, parce que ça vous dit quand même la façon dont la grandeur varie avec les différents paramètres. Par exemple, vous voyez tout de suite avec cette formule-là, même sans le 2π qui est ici, donc la formule qui vous est donnée par l'analyse dimensionnelle, vous voyez que si vous augmentez la longueur d'un pendule d'un facteur 4, la période est augmentée d'un facteur 2. C'est racine de L ici. Donc si je multiplie L par 4, racine de 4 ça fait 2, le T lui est multiplié par 2. Donc ça vous dit comment est-ce que la période dépend de la longueur. Ça c'est un résultat physique qui n'est pas du tout intuitif et que vous donne l'analyse dimensionnelle. Ça vous dit aussi comment ça varie avec G. Donc si vous avez un pendule qui sur Terre bat la seconde et que vous allez sur la Lune, eh ben, il va osciller moins vite ce pendule. Tiens d'ailleurs, pour ceux qui ont vu, il y a un film de science-fiction qui s'appelle Moon, qui n'est pas très connu en fait, mais qui se passe sur la Lune, c'est bizarre. Et en fait, on peut s'amuser à détecter une erreur là, dans ce film, on peut le faire dans plein de films. Et bon, dans celui-là, à un moment, ils conduisent une espèce de rover sur la Lune. Alors, ils marchent bien tout doucement et tout, donc ça va, ils sont sur la Lune, on a bien compris. Et ils sont sur leur rover, et ils ont un canard ou je sais pas quoi, ou un truc comme ça, accroché au rétro. Je trouve ça naze, hein. Enfin, personne n'a ça sur son pare-brise. Bon, accroché au rétro, et le truc il oscille à cette vitesse-là, avec les chaos. Et ben non! Ça c'est ridicule par contre, si on regarde la formule qui est ici, le G sur la Lune étant plus petit que sur la Terre, un facteur, c'est 1/6, hein, donc le T ici doit être plus grand sur la Lune, et le machin il doit osciller comme ça, avec les chaos. Donc si vous êtes avec votre Jeep sur la Lune, le machin qui est accroché sur le rétroviseur, il oscille à cette vitesse-là. C'est ce que vous dit la formule qui est ici. Donc, si les réalisateurs de Moon avaient fait de l'analyse dimensionnelle, ils auraient été obligés de mettre un effet spécial de plus. Je vais vous présenter un autre exemple, peut-être un peu plus d'importance, un peu plus pratique de tout ça. Alors, vous allez en faire de tout ça en TD. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Vous allez vous y faire vite. Je pense que vous avez déjà compris le principe. Et donc, ce qu'on va vous demander dans un premier temps en TD, en temps dirigé, c'est de savoir vérifier que des équations sont homogènes. Donc, les deux membres ont la même dimension. Savoir déterminer la dimension d'une grandeur. Là, je l'ai fait par exemple pour G. Vous avez vu que c'était une accélération. On vous demandera par exemple de déterminer la dimension d'une énergie ou d'une accélération ou d'une quantité de mouvement. On va en faire un quand même là pour lancer un peu le mouvement et que vous n'arriviez peut-être pas trop démunis en TD. Imaginez qu'on vous demande la dimension physique d'une énergie, c'est-à-dire écrire la dimension en termes de masse, longueur et temps. Si j'ai une énergie E, la dimension de l'énergie, ça va être quelque chose avec M à une certaine puissance, T à une certaine puissance, L à une certaine puissance. Quels sont les nombres qu'il faut mettre ici? Alors, vous n'allez pas le sortir de votre chapeau comme ça. Il y a un petit raisonnement à faire. Est-ce que quelqu'un a une idée? Vas-y.
Alors là, tu vas me donner le résultat, donc il sera peut-être correct ou pas. Moi, je voudrais une méthode déjà. Vas-y. Ouais, exactement. Vous prenez une formule que vous connaissez, qui fait intervenir d'un côté l'énergie, et de l'autre, des grandeurs que vous connaissez bien. Donnez-moi une formule qui fait intervenir l'énergie. E égale mc2. Quelqu'un avait dit autre chose? 1,5 de mv carré peut-être, une énergie cinétique? Ça va revenir au même. Hein. Ici, c'est le produit d'une masse par, c'est quoi ça? Vitesse de la lumière, donc c'est une vitesse au carré. Donc bah, c'est vite vu, la dimension de E, c'est la dimension de la masse, c'est-à-dire m, fois la dimension d'une vitesse au carré. Une vitesse, c'est L t-1, c'est une longueur divisée par un temps, donc au carré, L2 t-2. Voilà. Voilà la dimension d'une énergie. C'est fait. Il suffit donc de connaître une formule qui fait intervenir la grandeur que vous cherchez. Peu importe la formule que vous preniez, hein. Si vous avez E égale 1,5 de mv carré pour l'énergie cinétique, ça marche aussi. Vous avez peut-être d'autres formules en tête, elles vont toutes marcher. Celle-là, elle est quand même particulièrement connue. Hein. Même les gens dans la rue qui ne savent pas forcément ce qu'elle veut dire ont déjà entendu E égale mc2. Celle-là est particulièrement précise à ça. Alors, je voudrais vous présenter, pour finir sur cette analyse dimensionnelle, une situation dans laquelle quelqu'un, dans la vraie vie, a effectivement utilisé l'analyse dimensionnelle pour prédire un truc important. À la fin des années 40, les gens avaient compris que l'arme nucléaire serait quelque chose d'important du point de vue politique et militaire, et essayaient de développer ça à tout prix, tout en gardant le plus grand secret possible. Les gens voulaient avoir une bombe qui marche pour eux, enfin les gens c'était des Américains à l'époque, et ne voulaient pas que les autres aient la même. Bon. Donc ils faisaient les essais pas mal d'essais, ou bien dans le Pacifique, hein, sur des jolies îles qui sont devenues inhabitées depuis, ou dans le désert, où ça va, il n'y avait que des Indiens qui vivaient là-bas, donc c'est pas très grave. Ces essais étaient secrets, les Américains, les militaires ne communiquaient vraiment pas du tout, enfin pas beaucoup sur ça, sauf que un militaire, ça doit quand même communiquer un minimum, parce qu'on leur donne de l'argent, et s'il n'y a rien qui sort de ça, au bout d'un moment, on leur dit, mais vous faites quoi? Il y a aussi la notion de peur, c'était une arme de dissuasion, donc si personne ne savait que la bombe était mise au point, c'était un petit peu embêtant aussi. Donc il y a eu une sorte d'action de com' de la part des militaires, de publier dans une revue grand public, qui s'appelle Life, des photos des essais nucléaires. Donc ils ont publié 4 photos qui représentent, ça vous les avez dans les notes, je n'ai pas le temps de brocher le projet de lecteur et tout ça, mais vous avez ça dans les notes. Vous avez 4 photos qui représentent à 4 temps ultérieurs une boule de feu, en fait, hein, petite, moyenne, plus grosse et énorme. Voilà. Et ils ont publié vraiment les photos qui avaient été prises par les militaires. C'est juste des photos. Il n'y avait pas de données techniques, en particulier sur la puissance de la bombe. Ils voulaient vraiment que ça soit secret. On a une bombe qui est puissante, regardez, mais on ne vous dira pas combien. Et juste après que les photos aient été publiées, il y a un physicien américain qui s'appelle Taylor, qui a utilisé ces photos pour déterminer la puissance de la bombe avec l'analyse dimensionnelle. On va regarder tout de suite comment il a fait. Parce que les militaires, ils n'ont pas été très très malins sur ce coup-là. Ils ont publié les photos et ils ont mis une petite légende. Ils ont laissé la légende en fait sur les photos. Et quand les photos avaient été prises au moment de l'explosion, il y avait le temps à chaque fois. Voilà, cette photo a été prise à t égale 1 milliseconde, 2 millisecondes, 3 millisecondes, 4 millisecondes. Et ça suffit à Taylor pour trouver la puissance de la bombe. Alors, il a fait ça de la manière suivante. Il s'est dit, il y a beaucoup d'informations dans ces photos. Donc, essentiellement, ça ressemble à ça. Avec, ici, une bouge. Alors, je vais la faire petite ici, moyenne, grosse, et puis là, encore plus grosse. Quelque chose comme ça. Et vous avez ici indiqué à chaque fois le temps. Et donc, Taylor s'est dit, ces photos représentent finalement le rayon ici de la boule de feu, R, à différents instants. Je dispose ici de T. Et probablement dans la loi qui relie le rayon à T, si je fais de la physique de l'explosion, si j'arrive à savoir comment l'explosion se déroule, je vais connaître la loi R de T.
va avoir une formule avec ça, qui fait intervenir là-dedans le temps, mais qui fait aussi intervenir d'autres choses, dont l'énergie libérée par la bande. Là-dedans, dans la loi qui relie R à T, il va probablement y avoir une information sur l'énergie, c'est-à-dire si l'énergie est plus grande, R va augmenter plus vite ou plus lentement avec le temps. Et donc, il a vraiment fait de l'analyse dimensionnelle, et il a écrit la chose suivante, il a fait ce qu'on vient de faire tout à l'heure, R va être égal à, il n'a pas fait les calculs de mécanique des fluides, de l'explosion et tout ça, il s'est simplement dit, là-dedans il va y avoir le temps, une certaine puissance, il va y avoir probablement l'énergie de la bombe, ce que je cherche, à une autre puissance, et puis il y aura aussi autre chose là, parce que bon, Taylor, il était quand même, il bossait quand même sur les explosions et tout ça, il connaissait la physique de ça, il savait qu'il y avait une grandeur qui était importante, c'était la masse volumique de l'air. C'est-à-dire que si une explosion se fait dans un milieu très peu dense comme le vide, ça n'explose pas du tout pareil que si c'est avec la pression atmosphérique autour. La pression atmosphérique empêche un petit peu le truc de s'expandre en quelque sorte. Donc il y a la masse volumique de l'air qui est autour de l'explosion qui va jouer aussi. Et donc il a écrit ça comme ça. Ce que je vous propose pour quasiment terminer ce cours aujourd'hui, presque, c'est que vous allez vous déjà déterminer alpha, bêta, gamma. Puis après, on verra ensemble ce que ça veut dire sur E, comment on peut en tirer une information sur E. Donc ce que je vous demande de faire là, c'est d'écrire les dimensions physiques de tout ça, de faire comme on a fait tout à l'heure pour le pendule, un terme de gauche égale à un terme de droite, égaliser les puissances et déterminer alpha, bêta, gamma. C'est parti. Alors je vous rappelle juste que ça, là, ρ, c'est une masse volumique. Donc il va falloir déterminer la dimension physique d'une masse volumique. Ça, c'est une énergie. À vous de jouer. Vous avez 2 minutes. R, ça a quelle dimension? Une longueur, on la note L. Là, ce que je vais noter, ça va être les dimensions. Ça va être égal à T à la puissance alpha. L'énergie, on a vu tout à l'heure que c'était une masse par une longueur au carré et un temps moins 2, c'était mc carré. Et donc tout ça, la puissance bêta, ça donne m puissance bêta, puissance 2 bêta, t puissance moins 2 bêta. Et ρ, c'est quoi la dimension d'une masse volumique? Masse sur un volume, donc masse m est divisé par un volume. Un volume en fonction des dimensions de base, c'est quoi? Longueur au cube. Ça fait L à la puissance moins 3. Et je veux tout ça à la puissance gamma. Voilà. On met tout ça ensemble. Les masses, il y en a bêta ici et gamma ici. Bêta plus gamma. Les longueurs, il y en a 2 bêta ici et moins 3 gamma ici. Et les temps, il y en a ici alpha et moins 2 bêta. Bon, c'est un petit peu plus compliqué à écrire tout à l'heure, mais pas tellement. Hein. Enfin, on arrive encore à un système, on va arriver à quelques équations sur alpha, bêta, gamma qu'on va pouvoir résoudre. Alors, en particulier, si je regarde l'équation sur m, qu'est-ce que le fait qu'il n'y ait pas m ici, ça me dit quoi sur alpha, bêta, gamma? Bêta plus gamma égale à 0. Donc, gamma, c'est moins bêta. Une fois qu'on aura l'un, on aura l'autre. Ensuite, les temps. Bah pareil, il n'y a pas de temps à gauche, donc ça dit que alpha est égal à moins 2 bêta. Donc une fois que j'ai bêta, finalement, je vais avoir alpha et gamma. Ça va être facile. Et comment est-ce que je détermine alpha? Bah, avec la dernière équation qui reste. Pour les longueurs, on a à gauche 1 comme puissance, qui est égale à droite 2 bêta, moins 3 gamma. Comment est-ce que je résous ça? J'ai mis moins? Oui, pardon. Tout à fait. Merci. Ici, c'est plus alpha, c'est 2 bêta. Merci.
Et donc ici, on cherche par exemple bêta. Il suffit de se rappeler que gamma, c'est moins bêta. Donc je vais remplacer ici gamma par moins bêta. Ça fait 2 bêta plus 3 bêta, du coup, c'est 5 bêta. Voilà, bêta, c'est un cinquième. Du coup, alpha, 2 cinquièmes. Et gamma, c'est moins 1 cinquième. Et donc la formule qu'on cherche, c'est finalement t à la puissance 2 cinquièmes, e à la puissance 1 cinquième, rho à la puissance moins 1 cinquième. On peut aussi écrire t carré e sur rho à la puissance 1 cinquième. Voilà. Ou si on préfère, r puissance 5 est égal à t carré e sur rho. Bon. Il peut y avoir... Alors je vais remplacer le égal ici par un autre signe qui est proportionnel à, puisque comme tout à l'heure, l'analyse dimensionnelle ne voit pas en quelque sorte s'il y a un coefficient numérique ici devant, 3, 7, 10 000, ou je ne sais pas combien. Donc ici, je vais remplacer le égal par ça. Alors c'est une sorte d'alpha, mais avec des bords un peu logés qui se terminent plutôt en égal. Ça veut dire proportionnel à. Et pourquoi est-ce que ça a aidé Taylor? Alors, une chose qu'on peut faire, c'est simplement tracer R en fonction de T avec cette loi-là, et trouver E pour que effectivement ça donne que ça corresponde aux photos qui étaient observées. Une manière qui est vraiment visuellement plus simple, c'est de prendre le logarithme de cette équation. Non, ne vous inquiétez pas, c'est pas un gros mot. Le logarithme, c'est une fonction qui a une propriété fondamentale, c'est que le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Il n'y a rien à comprendre. Hein. Je conçois que quand je dis ça, je fais peur à certains d'entre vous. Il n'y a vraiment rien à comprendre, c'est juste une propriété de cette fonction. Il se trouve que quand vous avez compris cette propriété-là, vous allez comprendre beaucoup de choses de pourquoi elle est utile, pourquoi on l'utilise souvent. Je vais l'écrire, la propriété. Le logarithme, je vais prendre de x fois y, c'est log de x plus log de y. Ça permet de transformer des équations qui font intervenir des produits en des équations qui font intervenir des sommes. Si je prends le logarithme de l'expression qui est ici, ça me dit que le logarithme de r à la puissance 5, c'est égal à logarithme de t carré plus logarithme de e moins logarithme de rho. Et plus une constante. La constante, c'est parce qu'ici, on a proportionnel A. Donc si je remplaçais proportionnel A par égal une constante fois tout ça, ici, la constante, ça serait simplement le logarithme de A. Je vais l'écrire ici. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'écrire ça comme ça? Dernière étape de calcul. Si ça va vite, vous le reprendrez calmement. Hein, mais vraiment, je pense que vous pouvez maîtriser toutes les étapes de calcul qui sont là. Logarithme de r puissance 5, ça s'écrit plus simplement en fonction de logarithme de r. C'est 5 fois logarithme de r, effectivement. Ça, c'est simplement, je vais écrire ici le calcul et je vais l'effacer. Logarithme de r puissance 5, c'est logarithme de r fois r fois r fois r fois r. Voilà, j'ai dit tout à l'heure que le logarithme d'un produit, c'était la somme des logarithmes. Ben ça, c'est log de r plus log de r plus log de r, hein, 5 fois. Donc, log de r puissance 5, c'est bien 5 fois le log de r. Je fais pareil pour les autres. 2 logarithme de t plus logarithme de e moins logarithme de rho plus logarithme de a. Et donc ce qu'a fait Taylor, c'est qu'il a tracé le logarithme de r en fonction du logarithme de t. Ça donne une droite. Et à partir de cette droite, il a vraiment tracé en fonction de ce qu'il a vu sur la photo. Et en traçant cette droite, il a ainsi pu déterminer les autres composants qui interviennent dans cette équation. Et en particulier, il a eu accès à l'énergie qui est ici. Il a trouvé tout terme qui est ici de cette manière. Alors, l'histoire que je vous raconte là, elle est effectivement souvent racontée de cette manière-là. En fait, ce calcul-là, il a vraiment mis explicitement dans une publication scientifique qu'il a diffusée à la communauté, mais c'était accompagné d'un calcul
rigoureux, enfin assez rigoureux de l'explosion, et où il analysait vraiment la manière dont l'explosion se faisait pour justifier cette équation-là, en fait. Donc Taylor, il disposait aussi de la constante ici en particulier. Il avait vraiment fait tout le calcul. Donc c'était pas juste un tour de passe-passe avec de l'analyse dimensionnelle, mais bon. Toujours est-il qu'à partir d'arguments assez simples comme ça, Taylor a été capable, en regardant des photos dans Life Magazine, de déterrer un secret militaire qui était vraiment extrêmement bien gardé à l'époque et de le publier dans une revue qui était d'accès public. On s'arrête là pour aujourd'hui et on se revoit la semaine prochaine.